Jonathan a 10 ans et demi et est en CM1. Le 31 mars 2004, il fait partie des 24 enfants des classes de CM1 et CM2 qui partent en classe de mer à la station balnéaire de Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique, pour une semaine. Rien de plus normal. Jonathan dort avec 5 autres camarades. Cependant, à savoir la porte n'est jamais fermée quand quelqu'un est à l'intérieur. Mais dehors, le grillage séparant le centre de vacances et la route bleue est éventré et affaissé à plusieurs endroits, il est donc facile de s'introduire sur le terrain et d'accéder au bâtiment. Le soir du 6 avril 2004, le groupe se couche vers 23 h, car une boum pour les enfants est organisée. Dans un bâtiment adjacent, une fête organisée par des jeunes adultes qui passent le BAFA, se termine aux environs de 2 h du matin. Lors de sa dernière ronde aux environs de minuit, le surveillant est certain que Jonathan était couché dans son lit. La conductrice du car, qui a conduit les enfants dans ce centre, se rend aux toilettes dans la nuit du 6 au 7 et constate que la porte du bloc où dort Jonathan est grande ouverte, cette porte donne sur l'extérieur. Elle la referme. Le 7 avril 2004, un peu après 7 h du matin, sa disparition est constatée. Il n'était vêtu que de son pyjama. Toutes ses affaires sont restées dans la chambre. La nuit était froide et pluvieuse. Un témoin déclare avoir vu une berline immatriculée avec des plaques allemandes, stationnée près du centre de vacances, la nuit de la disparition de Jonathan. Une minuscule tache de sang est trouvée sur un drap du lit où dormait Jonathan. Une vaste campagne de prélèvement et d'analyse d'ADN est réalisée, en vain, c'était une fausse piste. Environ 200 prélèvements d'ADN ont été réalisés en 5 ans. C'est du sang d'un autre enfant qui a dormi dans les mêmes draps, quelque temps avant Jonathan. Découverte du corps. Le soir du 19 mai 2004, le corps de Jonathan est trouvé nu, ligoté en position fœtale et lesté d'un parpaing dans le petit étang du manoir de la Porte-Calon à Guérande. Ce que nous constatons ici, les photos, les lieux et les rapports de police, c'est que son cou, ses poignets et ses chevilles sont liés par une cordelette en nylon nouée avec des nœuds marins tous identiques, réalisés avec précision. L'étang est invisible de l'extérieur de la propriété, il se trouve sous les fenêtres des locataires du manoir. Les médecins légistes ayant autopsié le corps de Jonathan concluent qu'il n'est pas mort noyé, son corps ne présente aucune lésion osseuse, ni blessure visible, pas de traces d'étranglement, ni d'éléments toxiques, il a vraisemblablement été tué par suffocation. Le corps de Jonathan est trop dégradé pour pouvoir dire s'il a été violé ou non. Dans un premier temps, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un prédateur local car les conclusions de l'autopsie font croire que Jonathan a été séquestré un certain temps avant d'être tué. Il faut être du coin pour connaître l'existence du centre de vacances à Saint-Brévin-les-Pins et de l'étang du manoir à Guérande, et pour savoir comment y accéder discrètement. En avril 2011, Martin Ney, un Allemand, ancien éducateur devenu pédagogue, est arrêté à Hambourg. Il avoue de nombreuses agressions sexuelles et les meurtres des 3 garçons allemands en 1992, 1995 et 2001. Mais il nie être l'auteur des faits sur Jonathan Coulomb et Nicky Verstappen, le garçon hollandais. La piste du tueur allemand n'étant pas concluante, est abandonnée. Le 20 janvier 2021, Martin Ney, incarcéré à perpétuité en Allemagne, est extradé en France pour répondre de cet assassinat. Il est mis en examen le 25 janvier. Conformément à l'accord passé avec les autorités allemandes, le magistrat dispose de 8 mois pour le confondre. En mars 2021, le juge et les enquêteurs lancent un appel à témoins afin de faire progresser les investigations. Interrogé durant 8 mois par le juge Stéphane Lorenz, Martin Ney persiste à nier son implication dans le meurtre de Jonathan Coulomb et repart purger sa peine en Allemagne. En mars 2024, l'enquête est terminée en France, laissant envisager la possibilité d'un procès. En décembre 2024, Martin Ney est renvoyé devant les assises, pour le meurtre de Jonathan Coulomb, mais il fait appel de cette décision. Jugement, statut, affaire non résolue.
L'affaire Ghislaine Leclerc est une affaire criminelle française dans laquelle Ghislaine Leclerc-Bouzen, 57 ans, a été abattue de 4 balles, dans la chambre, dans sa maison de Volèvre en Saône-et-Loire, dans la nuit du 26 au 27 août 2010. Faits et enquête. Dans la nuit du 26 au 27 août 2010, Ghislaine Leclerc est abattue de 4 balles, dans la chambre. Le 28 août 2010, sa fille Benjamine, Emmeline, découvre le cadavre de Ghislaine au pied de son lit. Les enquêteurs écartent la piste crapuleuse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Rien ne semble en effet avoir disparu dans la maison et aucune autre pièce n'est dérangée. La victime semble avoir été surprise alors qu'elle était sur le point de se coucher. L'autopsie révèle que les 4 balles ont été tirées de très près. Le coupable n'a laissé aucune trace. L'arme du crime est introuvable. Les enquêteurs concluent rapidement que le meurtre était prémédité en raison du mode opératoire précis et de la nature de l'agression, 4 balles à bout portant. Ezzedine Bouzen est rapidement interrogé, notamment en raison de ses antécédents de tension avec Ghislaine. Cependant, aucune preuve directe ne permet de l'incriminer. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Les pistes matérielles sont limitées, et les témoins manquent dans ce cadre rural. Les enquêteurs interrogent également d'autres membres de l'entourage de Ghislaine, sans succès notable. Bien que le conflit avec son ex-mari ait été une piste évidente, aucun élément ne permet d'expliquer clairement ce meurtre brutal. L'affaire reste à ce jour un véritable mystère. Pourquoi son gendre était-il le suspect numéro 1 ? Le corps gît au milieu d'une mare de sang et présente l'empreinte de 4 balles, 2 dans le cou, une autre à hauteur du nombril et la dernière dans l'abdomen. Dans le sillage de la victime, la police découvre de nombreux hommes, susceptibles d'avoir donné la mort à la quinquagénaire. Divorcée 3 fois, Ghislaine Leclerc vivait seule. Quelques aventures avec des célibataires, contactés sur des sites de rencontres, rythmaient sa vie de femme célibataire. Pourtant, l'enquête détermine que le tueur est un habitué des lieux. Celui-ci est entré par une fenêtre sous la terrasse, rien n'a été volé, ni argent liquide, ni carte de crédit. La police s'intéresse de près aux hommes qui ont et partagent la vie de Ghislaine. L'un d'entre eux intrigue, il s'agit de Sylvain Schrut, le compagnon de sa fille aînée Estelle. Un gendre aux aveux troublants. Si le gendre de Ghislaine s'est trouvé une place dans le cocon familial, il n'en reste pas moins quelqu'un de singulier. Les enquêteurs vont découvrir un individu confus dans ses discours, change de version à tout bout de champ et cache des secrets bien troublants. Et pour cause, celui-ci a initié une relation extra-conjugale avec sa belle-sœur, Emmeline. Cette dernière encore mineure, est venue habiter chez le couple pour ses études en Alsace. Le gendre de Ghislaine dément toute implication dans son crime pourtant, celui-ci avoue avoir découvert en premier la scène de crime. Il se serait rendu au domicile de sa belle-mère le soir de l'assassinat. Il était prévu de faire une surprise aux filles de Ghislaine. Sa défense n'est pas suffisante, il est maintenu en détention et ne pourra pas échapper à un procès en cour d'assises. Interviewé dans l'heure du crime, Randall Schwerdorfer, avocat et auteur du livre Procès d'assises, un avocat à la barre des témoins, dresse le portrait d'un personnage singulier. Il y a peu de limites dans son comportement. Un comportement qu'on peut qualifier de déplacé même si lui ne l'analyse pas comme ça. À cette époque-là, il a mis en place une relation avec sa belle-sœur, Emmeline, qui est mineure. En réalité, il a laissé peu d'état d'âme lorsqu'on l'interroge sur cette relation avec cette jeune fille, qui est quand même sa belle-sœur. Acquitté mais toujours suspect. Interloqué par ce comportement déconnecté lors de la garde à vue, les policiers lui démontrent les faits portés contre lui. Celui-ci finira par avouer sa présence sur les lieux du meurtre, 18 mois après le début de l'enquête. Il trouble les autorités avec ses secrets qu'il tente en vain de cacher. En connaissant Sylvain, ce qu'il a fait, ça ne me surprend pas. Estelle, fille de Ghislaine Leclerc. Randall Schwerdorfer, avocat, poursuit au micro de RTL, il est très singulier dans ses comportements, dans ses attitudes, dans son rapport à l'autre.
Pour le commun des mortels, et les enquêteurs à la barre, son comportement est incompréhensible, illisible. On posera la question à son ex-femme, Estelle, si le comportement de Sylvain Schrute l'avait surpris, elle qui était son épouse et qui le connaissait depuis tellement d'années. Elle va nous regarder en disant, en connaissant Sylvain, ce qu'il a fait, ça ne me surprend pas. Parce que c'est singulier, parce que ça lui ressemble. Maintenu en détention, Sylvain Schrute ne pourra pas échapper à un procès en cour d'assises. Il finira par être acquitté en 2015, après un an d'emprisonnement. 12 ans après les faits, l'enquête n'a jamais pu établir qui a tué Ghislaine Leclerc en 2010. Le drame continue de se jouer pour cette famille, laissée dans le doute et le chagrin. Le meurtre de Victorine Dartois, survenu en septembre 2020 à Villefontaine, près de Lyon, a bouleversé la France entière. Cette tragédie a suscité une grande émotion et a conduit à une enquête complexe qui a finalement abouti à l'arrestation de Ludovic Bertin, un homme de 25 ans à l'époque des faits. Alors que le procès du suspect approche, voici un récapitulatif des éléments essentiels de cette affaire qui reste gravé dans les mémoires. La disparition de Victorine. Victorine Dartois, âgée de 18 ans, a disparu le samedi 26 septembre 2020, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de shopping avec des amis. Sa disparition a rapidement suscité l'inquiétude, déclenchant une vaste mobilisation pour la retrouver. 2 jours plus tard, son corps a été découvert immergé dans un étang, avec des signes de violence, notamment un pantalon baissé, laissant présager une potentielle tentative de viol. L'arrestation de Ludovic Bertin. Suite à une enquête approfondie, Ludovic Bertin a été arrêté en octobre 2020. Cet homme de 25 ans, vivant à Villefontaine, a avoué avoir croisé Victorine par hasard lors de son jogging. Selon ses dires, une bousculade involontaire aurait dégénéré en dispute, ce qui aurait conduit au drame. Bertin a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, et meurtre précédé d'une tentative de crime, en l'occurrence une tentative de viol. Cependant, il a toujours nié cette tentative, affirmant que le viol n'était pas son intention. Un passé trouble. Ludovic Bertin n'était pas un inconnu des services de police. Son casier judiciaire comptait déjà plusieurs condamnations pour des faits de violence, de vol, et de détention de stupéfiants. Il était décrit comme un jeune délinquant au parcours chaotique, impliqué dans des affaires de carjacking, de casse, et de trafic en tout genre. Malgré ce lourd passé, il menait apparemment une vie tranquille avec sa compagne et leur nouveau-né, une façade qui s'est effondrée avec l'affaire Victorine. Tentative de suicide en prison. Incarcéré au centre pénitentiaire d'Éton, Ludovic Bertin a tenté de mettre fin à ses jours fin 2021. Cette tentative est survenue après l'absence de son frère lors d'une visite au parloir. Retrouvé avec un drap autour du cou, Bertin a été placé dans un quartier disciplinaire, mais son pronostic vital n'était pas engagé. Cet incident reflète le désarroi dans lequel se trouvait le suspect, notamment en raison de sa culpabilité dans l'affaire Dartois. Un procès très attendu. Le procès de Ludovic Bertin se tiendra devant les assises de l'Isère à Grenoble, du 25 novembre au 4 décembre 2024. Ce moment est attendu avec impatience par la famille de Victorine, qui espère enfin obtenir des réponses claires sur les circonstances de la mort de leur fille. Pour beaucoup, ce procès est une étape cruciale dans leur processus de deuil, permettant de comprendre les véritables raisons du geste de Bertin. Le rôle des témoins et des proches. Le témoignage clé qui a permis d'arrêter Ludovic Bertin vient de Luther N., un ancien ami proche du suspect. Luther a joué un rôle crucial dans l'enquête en dénonçant Bertin à la gendarmerie après avoir appris qu'il était le meurtrier de Victorine. Bien que ce geste ait été difficile à poser, Luther a agi par sens du devoir et par respect pour la famille de Victorine, profondément croyante et attachée aux valeurs humaines. Un accusé aux multiples facettes. Au fil de l'enquête, Ludovic Bertin a révélé plusieurs aspects de sa personnalité.
Alors qu'il reconnaît sa responsabilité dans la mort de Victorine, il continue de contester la tentative de viol. Son avocat, Maître Arnaud Adly, a précisé que Bertin a toujours assumé ses actes et qu'il regrettait profondément son geste. Il a également ajouté que Bertin souhaitait que la famille d'Artois obtienne toutes les réponses qu'elle attend. Outre cette affaire, Bertin a été condamné en février 2023 pour transport et détention de stupéfiants, des faits qui remontent à sa tentative de suicide après le meurtre de Victorine. Il aurait consommé de la drogue pour perdre la tête avant de tenter de se donner la mort. Vers un verdict très attendu. Le procès de Ludovic Bertin sera un moment crucial pour la justice et la famille de Victorine d'Artois. L'accusé, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, devra répondre de ses actes et fournir des explications sur les circonstances précises du meurtre. Pour la famille d'Artois, comme pour la communauté de Villefontaine, ce procès représente l'espoir d'une réparation morale et la fin d'une longue attente pour connaître toute la vérité sur cette tragédie. En 2025 vers le mois de mai, l'homme condamné fin 2024 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Victorine d'Artois en Isère en 2020 a renoncé à faire appel, a appris l'AFP ce mardi de sources judiciaires. Ludovic Bertin a été reconnu coupable le 6 décembre 2024 à Grenoble d'avoir étranglé et noyé l'étudiante de 18 ans après avoir tenté de la violer, ainsi que dans une affaire distincte de viol sur une autre jeune femme en 2018. Son corps a été retrouvé dans un ruisseau moins de 48 heures plus tard, songeant abandonné à proximité. L'autopsie a établi qu'elle avait été étranglée et noyée. Interpellé 3 semaines plus tard à la suite d'une dénonciation par son meilleur ami, Ludovic Bertin, qui avait une dizaine de condamnations à son casier judiciaire, a reconnu le meurtre de Victorine. Il a en revanche toujours farouchement nié avoir tenté de la violer, justifiant son geste par une dispute lors de leur rencontre fortuite et par des troubles liés à son addiction à la cocaïne. Le 4 décembre 1998, à 3 heures du matin, les gendarmes de la Couronne découvraient à Puy-Moyen, une commune de la banlieue d'Angoulême, le corps calciné de Puck Para à l'intérieur de sa voiture, qui avait été volontairement incendiée. L'intensité du sinistre interdisait toute recherche d'empreintes génétiques dans l'habitacle. L'autopsie s'avérait tout aussi décevante. Il était impossible de déterminer avec précision les circonstances du décès de cette jeune et jolie femme de 30 ans, modeste employée d'une plateforme du groupement Intermarché. L'absence de résidus de fumée dans les poumons indiquant seulement que la mort était survenue avant la mise à feu du véhicule. Les soupçons se portent sur son ancien compagnon, un homme réputé viol. Mais il est mis hors de cause quelques mois plus tard. Et après, plus grand-chose. On sait que la jeune femme s'était rendue à la gendarmerie la veille de sa mort pour demander à être entendue. Les gendarmes lui avaient demandé de revenir le jour suivant. En 2010 un non-lieu est prononcé mais on retrouve en 2018 dans un bois les affaires personnelles de Puck, carte, chèque, un ADN inconnu est découvert dessus, l'enquête est relancée. Alors qu'un non-lieu en 2010 était prononcé. Ce crime non élucidé qui a fait l'objet, depuis près de 20 ans, d'émissions de télévision à intervalles réguliers ne restera peut-être pas impuni. Dans le courant du mois de juillet, le procureur d'Angoulême, Jean-David Cavaillé, a rouvert l'information judiciaire close, faute de preuves, par un non-lieu en 2010. Il ne pouvait le faire et saisir un juge d'instruction que si des éléments nouveaux étaient portés à sa connaissance. Ce qui est manifestement le cas. Ils ont été mis au jour de manière fortuite avant l'été, par des personnes n'ayant aucun lien même ténu avec cette affaire. Depuis, la famille s'est battue pour que le dossier parte au nouveau pôle des affaires non élucidées de Nanterre, afin qu'un regard neuf d'enquêteurs spécialisés soit enfin posé sur ce dossier hors norme. Car l'enquête a, dès le début, été menée en dépit du bon sens.
Pendant plusieurs années, l'instruction n'a pas du tout avancé, les juges se sont succédé, l'un a même été récusé, les rebondissements n'ont servi à rien, le corps de Pukwit Para a été exhumé 2 fois, même son frère David a été placé en garde à vue en 2021, ce qu'il dit invivable et insurmontable. Et dès le départ, un faux coupable idéal a même concentré tous les efforts des enquêteurs, avant d'être totalement blanchi des années plus tard. Une catastrophe, un fiasco judiciaire, qu'il est encore temps de réparer, 25 ans après, est venu dire l'invité de 7h45 de France Bleu La Rochelle ce jeudi, l'avocate de la famille de Pukwit, maître Christine Maz. C'est un cas d'école. C'est-à-dire, on oriente l'enquête. Il y a eu, véritablement, une catastrophe judiciaire, avec une orientation qui était, dès le départ, assez étrange, comme si on voulait faire rentrer un pseudo-coupable dans un dossier, alors même qu'il y avait des pistes à, véritablement, investiguer. Aujourd'hui, ce pôle Cold Case a repris l'instruction de l'affaire de Pukwit, et nous avons énormément d'espoir, parce que des pistes ont été découvertes, au fil du temps, des nouvelles pistes. Et j'espère que ce pôle d'instruction, avec des juges d'instruction qui sont rompus à des affaires enlisées, va pouvoir donner, enfin, à cette famille, la vérité, et à cette maman qui n'attend qu'une chose pour partir, dit-elle, c'est de connaître la vérité sur le sort de sa fille. À suivre.